Pendant la plus grande partie de notre vie, nous refusons de la regarder en face. Pour certains, elle est synonyme d'échec. Pour d'autres, c'est un gagne-pain. C'est la mort. Ce soir, en jeu, la mort, non merci. Pourquoi est-ce que les gens meurent? Puis une fois, j'ai posé cette question-là à mon père, puis il m'a dit tout ce qui vit meurt. Je pense qu'il n'y a pas personne qui n'est pas orgueilleux de sa personne. Puis pour son départ, il veut partir comme s'il s'en allait aux noces. Et on ne veut pas imposer aux autres sa propre souffrance. C'est une des caractéristiques de l'époque, et je crois que c'est une des raisons qui explique que les rites sont le camp. Deux dates. Entre les deux, l'espace d'une vie. La mort nous atteint tous un jour ou l'autre. Elle nous laisse, nous les vivants, avec nos souvenirs. Habituellement, ce sont les meilleurs. Autrefois, elle nous réunissait autour de la famille élargie, du village ou encore du quartier. Maintenant, nous l'avons cachée. Nous faisons l'impossible pour prolonger la vie. Nous avons même parfois l'illusion de l'immortalité. Pourtant, on ne peut pas l'éviter. Il nous est impossible d'empêcher nos proches de mourir. Donc, un jour, on doit s'occuper d'eux après leur départ. Il y a des gens qui meurent chaque jour, des familles qui sont en deuil, des enfants qui sont confrontés à cette réalité pour la première fois de leur vie. Il y a de quoi s'y attarder le temps d'une émission, comme nous le proposent Claude Sauvé et Jean-Claude Burgère. Entre la douleur de l'accouchement et le bonheur de la naissance, c'est une sorte d'extase qui prévaut. On se réjouit du mystère et du miracle de la vie. Pourtant, chaque enfant qui naît devra quitter ce monde un jour ou l'autre, et le plus tard sera le mieux, bien entendu. Rien n'est plus sûr que la mort, et rien n'est moins sûr que son heure. L'idée angoisse les vivants, qui se demandent comment ce sera après. Mais pourquoi après ne serait-il pas comme avant? La mort serait alors comme la naissance, mais à l'envers. La vraie différence se trouverait non pas dans l'au-delà, mais bien ici-bas, dans les problèmes pratiques posés autant par la naissance que par la mort. Le haut lieu de nos rencontres sociales, maintenant, c'est le centre commercial, le magasin général de la société de consommation. Pendant toute notre vie active, on va dépenser ici des milliers de dollars. Mais la mort ici, non merci, on ne veut surtout pas qu'elle existe. Pourtant, la mort, c'est tout un commerce, près de 400 entreprises au Québec seulement, de quoi remplir plusieurs centres commerciaux. Des entreprises qui se partagent 150 millions de dollars par année et qui se font une vive concurrence à coups de campagne publicitaire. Chaque client va y dépenser plus de 2500 $, sans compter les fleurs, la pierre tombale, le cimetière, le faire-part. La mort, nous la cachons en la confiant aux autres. Ils sont des milliers à en vivre d'une façon ou d'une autre. La mort est en maraude partout, toujours. Elle sort souvent la nuit. Elle va parfois chez les gens et aussi beaucoup dans la rue en ville. Yves Fabre est en maraude lui aussi. Il traque la mort parce que c'est son métier, photographe de faits divers. Il photographie la mort des autres, celle qu'on aime voir dans le journal. Yves Fabre s'arrête parfois et il écoute. Grâce à ses antennes, il écoute aux portes de la mort. Ce sont des ondes radio, des récepteurs balayeurs d'ondes sur différents corps policiers. Cette nuit, on est presque sur une pleine lune. Et normalement,
Il y a toujours de l'activité à Montréal, même dans la région métropolitaine, lorsqu'on ça coïncide une fin de semaine et surtout avec une pleine lune. Mais est-ce qu'il y a un type de cliché qui fonctionne mieux? Non plus maintenant. Ça a déjà été, par exemple. Ça a déjà été que la photo là, macabre, ensanglantée, était publiée à la une et se vendait très bien. Mais les gens ont évolué avec ça. Je ne sais pas si ce sont les lecteurs ou ce sont les médias qui ont évolué, mais ça se fait plus. Et le sujet, pourtant, est toujours la mort de certaines personnes. Ah ben oui, oui. C'est le point central du travail qu'on fait, c'est certain. On est toujours dans les coulisses de la mort, ces métiers-là. Il y a des journaux qui sont spécialisés maintenant dans des trucs du genre, pas dans les accidents, mais si on parle dans les homicides, dans les scènes de crime. Les gens qui l'achètent, c'est certain. Vous allez probablement trouver des gens qui achètent ce journal-là, justement, pour faire du voyeurisme, regarder les malheurs des gens qui sont morts de mort violente. On est tous à la fois fascinés et repoussés en même temps par des scènes d'horreur. Oui, bien, c'est un coup. Ben, écoutez, c'est les réalités, c'est les faits de la vie aussi. La mort est un spectacle. Les médias s'en repaissent tous les jours. Il ne s'agit pas de notre mort, mais de la leur. Ce sont le plus souvent des morts violentes qu'on accepte parce qu'elles sont accidentelles, parce que statistiquement, elles sont minoritaires. Par exemple, les victimes d'une guerre lointaine, aussi vraie qu'elle soit, sont des étrangers, des inconnus. C'est en quelque sorte une mort à laquelle on échappe soi-même. La mort spectacle est relativement acceptable et fait partie de notre quotidien. Or, dans la même cité humaine, il y a aussi la mort ordinaire, que l'on essaie de ne pas voir. La cité des vivants côtoie, sans la regarder, la cité des morts. Et pourtant, des milliers de gens y gagnent leur vie. Dans la seule ville de Montréal, c'est une affaire globale de plusieurs centaines de millions de dollars. Des centaines d'hectares occupés par les défunts, dont 150 hectares par le seul cimetière Notre-Dame-des-Neiges sur le Mont-Royal. Il en reste environ, à l'heure actuelle, une cinquantaine d'hectares qui peut être utilisé pour la sépulture. Vu que 50 hectares représentent environ 100 à 150 ans d'existence pour le cimetière. Et après, on ferme? Non, après on ne fermera pas, mais il faudra penser à des solutions de remplacement. Mais nous parlons de l'an 2100, 2150, minimum. À l'heure actuelle, il y a combien de sépultures dans le cimetière Notre-Dame-des-Neiges? À l'heure actuelle, le cimetière est composé de 100 000 terrains privés qui renferment environ 1 million de défunts. C'est-à-dire que la population vivante égale la population décédée de la ville de Montréal. Vous êtes en quelque sorte le maire d'une nécropole aussi importante que la ville des vivants qui l'entourent. C'est ce qu'on dit de temps en temps en blaguant. Et vos campagnes électorales ne sont pas très mouvementées? Non, elles sont très pacifiques, très discrètes. Est-ce qu'en général, il y a du mouvement dans un cimetière comme celui-ci? Il y a de la vie en quelque sorte? Beaucoup plus qu'on l'on pense, oui. Le cimetière est une entreprise qui vit où ça fourmille. On ne le croit pas parce qu'il y a quand même 65 km de route. Alors c'est difficile à trouver le promeneur ou c'est difficile à trouver l'employé parce qu'il est disséminé à travers les... Ils sont derrière les monuments, il y a beaucoup d'écrans de verdure, enfin, c'est très discret. C'est si discret qu'on oublie parfois de jeter un œil sur ce qui se passe derrière les écrans de verdure. Et on devrait le faire, nous dit Alain Tremblay, qui est l'un des rares critiques et activistes de nos cimetières. Bon, ici, où on est sur le sommet nord du Mont-Royal. Ici, c'est la section qui est administrée par la ville d'Outremont. L'autre, juste un petit peu à côté, c'est la ville de Montréal. Ici, il faut comprendre que, bon, il y a quelques années, il y a 3 ans, 4 ans, on a complètement abattu toute la forêt de chênes, une forêt de chênes centenaire d'ailleurs, qu'on a abattue pour aménager le terrain pour le préparer à recevoir des corps. Fait qu'il y a un problème certain
Et puis, il n'y a pas eu de consultation publique sur le sujet. Et je pense qu'il serait peut-être temps que la population se questionne à savoir où on s'en va avec nos cimetières. Est-ce que c'est pertinent en 1992 d'utiliser le plus beau terrain de Montréal pour agrandir le cimetière? Si les morts ont grugé la montagne, on peut aussi bien dire qu'ils l'ont sauvée de l'urbanisation sauvage pratiquée par les vivants. Les cimetières situés sur le Mont-Royal sont en même temps de magnifiques jardins botaniques, bien entretenus, qui prolongent d'une certaine manière le grand parc municipal voisin. La cité des morts ne bouge pas aussi rapidement que celle des vivants, mais elle finit par la suivre dans le changement. Depuis plusieurs siècles, par exemple, les églises ont assuré le passage du monde des vivants à celui des défunts, ce qui explique que la plupart de nos cimetières sont toujours propriété des églises. Et pourtant, le vent du libéralisme a soufflé, même sur les nécropoles. Des entreprises privées ont également créé des cimetières. Le secteur privé a forcé l'innovation et suscité quelques nouvelles tendances. Exemple, le mausolée. Il a d'abord été réclamé par des familles d'origine italienne, qui renouaient ainsi avec la tradition de la mère patrie. On s'est vite rendu compte que tous pouvaient l'adopter, puisqu'il permet des visites bien au chaud durant l'hiver. Mais le mausolée s'est surtout imposé parce qu'il donne à certains l'impression de retarder le pourrissement. Il y a beaucoup l'aspect de protection du corps qui est important à ce niveau-là. Il faut vraiment parler de putréfaction, c'est le terme. Qu'est-ce qui se passe? C'est inquiétant tout ça, on ne voit pas, c'est un peu nébuleux, on a entendu toutes sortes d'histoires. Alors, donc, le mausolée offre la protection du cercueil par le fait même du corps. C'est un endroit, à température contrôlée, c'est-à-dire l'édifice est à température contrôlée. Le cercueil est déposé dans un casier de béton. C'est scellé avec une plaque de scellement et c'est fermé avec une plaque de marbre ou de granit. Ce qu'il faut comprendre, c'est un peu technique, mais on peut essayer de mettre ça le plus simple possible. Chaque enfeu, comme je vous disais tout à l'heure, est drainé et ventilé. Donc, au moment où on va introduire le cercueil, quelques minutes avant, on va ouvrir la ventilation et le drain dans cet enfeu-là. Nous, ce qu'on a inventé et dont on a les brevets pour les États-Unis, le Canada et l'Europe, c'est un double système de ventilation. Alain Chartier est conseiller en aménagement de cimetière. Voilà une profession qui n'existait pas à l'époque où le curé, simplement, décidait de placer le sien derrière l'église paroissiale. Alain Chartier exerce son métier au Canada, aux États-Unis et en Europe. Voilà qui s'appelle « vivre des morts ». Nos cimetières, qui n'avaient pas beaucoup évolué depuis un siècle, se mettent ainsi à planifier, innover, à rationaliser, offrir des sépultures nouveaux genres. Nos cimetières ont adopté le langage business. Il vous arrive même de faire de la publicité. Oui, effectivement, nous en avons chaque semaine de la publicité dans les hebdomadaires locaux, à la télévision italienne. Pourquoi la télévision italienne? C'est parce qu'une forte proportion de notre clientèle est d'origine italienne. Donc, nous tenons à ce que notre nom, le repos Saint-François d'Assise, soit présent pour ces gens-là. E nei giorni a seguire avevo bisogno di tempo per pensarci, tempo per ricordare, tempo per parlare. Mi hanno veramente aiutato. Les cimetières doivent aujourd'hui mener des batailles de marché parce que ceux qui leur fournissaient la clientèle leur font maintenant concurrence. Les entreprises de pompes funèbres, rebaptisées complexes funéraires, ont ouvert leur propre cimetière. Compassion, dignité, c'est la manière d'aller. Et devant l'inconnu, c'est toute la différence du monde. Je pense que ce qu'on doit surtout comprendre de ça, c'est le fait que les entreprises ne travaillent plus de la façon dont elles ont travaillé au cours des ans. C'est-à-dire que d'une part, on avait les églises, d'autre part, les entreprises funéraires et puis enfin les cimetières. Et dans un environnement économique comme celui dans lequel on vit, la tendance est à l'intégration des services. C'est un phénomène que vous retrouvez aussi auprès des institutions financières,
où on voit une tendance de plus en plus marquée à l'intégration des services. Et donc, c'est le même phénomène qui s'est produit dans le domaine funéraire. Il restait seulement qu'un petit problème avec un modem, et ça va être réglé. Nous sommes loin des caricatures de croque-morts des pompes funèbres d'autrefois. La tendance est plutôt à l'entreprise funéraire intégrée, peuplée d'experts diplômés et dirigée par des cadres formés dans les universités. Un exemple typique, la maison Dallaire. Un cimetière sur le fleuve Saint-Laurent, une architecture surprenante, le tout dirigé par les membres d'une même famille, dont Jocelyne Légaré, petite-fille du fondateur Alfred Dallaire. Depuis que votre grand-père a fondé cette entreprise, nous sommes passés des croque-morts au thanatopracteur, nous sommes passés des cimetières aux mausolées. Est-ce que le changement de vocabulaire, c'est uniquement pour cacher les réalités ou si c'est la réalité elle-même qui a changé? Écoutez, vous devriez d'abord me demander si je suis d'accord avec le changement de vocabulaire. Je vous répondrai que pas nécessairement, non. On peut encore parler de croque-mort, si vous voulez. Moi, j'ai pas d'objection. Depuis 15 ans, le rythme s'est peut-être un peu accéléré. Comme d'ailleurs dans d'autres industries, tout s'accélère. Et je dirais que le phénomène, par exemple, de l'incinération, d'autres phénomènes, par exemple, au niveau des... Bon, nous sommes maintenant propriétaires de cimetières, donc il y a des cimetières privés. Et ça, c'est nouveau, parce que les gens avaient l'habitude d'aller dans un cimetière de paroisse ou catholique, ou enfin... alors, tout ça a fait qu'il y a un petit peu aujourd'hui, là, je dirais, une certaine accélération. Nous sommes une entreprise de service, donc l'idée pour nous, là, c'est vraiment de régler le problème jusqu'à la fin. En réalité, les entreprises funéraires sont des super-agences qui organisent en quelque sorte notre dernier voyage. Le seul que nous ferons tous, mais dont nous ne rapporterons aucun souvenir. Si nous pouvions le vivre, ce voyage, avec les yeux de la personne qui part, nous verrions d'abord que la mort elle-même a beaucoup changé. Jadis, on rendait l'âme à la maison, entourée des siens. Aujourd'hui, dans 85% des cas, on atteint la limite des soins médicaux à l'hôpital. L'encéphalogramme plat constitue l'élément fondamental du diagnostic de la mort. Le silence cérébral est devenu, pour les survivants, le signal du grand départ. À la prise en charge du mourant par l'hôpital va succéder la prise en charge du mort par l'entreprise funéraire. À Montréal, par exemple, environ la moitié des défunts passent encore par le laboratoire de thanatopraxie, un ensemble de techniques qui allie les soins d'hygiène et de conservation à l'art de la reconstitution des physionomies. Le travail le plus difficile est aussi le plus important pour les proches du disparu. Il faut lui redonner temporairement le visage paisible de l'être aimé. À la base, c'est une injection qu'on fait. C'est une injection à base de formaline pour conserver les tissus et donner à la personne une allure naturelle. Mais vous allez au-delà. C'est la reconstitution esthétique qui est le grand défi. C'est ça. Après l'embaumement, ça se fait. Ensuite, c'est ça qui donne l'apparition naturelle de la dépouille. Ce qui veut dire le maquillage, la coiffure, le maquillage sur les ongles, le Kitex, le rouge à lèvres que la personne portait pour la rendre vraiment naturelle. Il y a des femmes à l'hôpital qui vont décéder puis ils ont besoin d'une teinture. Nous, on fait tout ça, la teinture, pour que les gens sont orgueilleux. Je pense qu'il n'y a pas personne qui n'est pas orgueilleux de sa personne. Puis pour son départ, il veut partir comme s'il s'en allait aux noces. Les funérailles prennent la couleur et la forme des goûts et croyances de chacun. Mais ce ne sont au fond que des options offertes par le menu principal. En confiant nos défunts aux maisons spécialisées, nous n'avons qu'à nous laisser guider dans un dédale de démarches obligées. L'achat d'un cercueil est l'une de ces étapes où l'on peut faire valoir ses idées, ses goûts, ses croyances, et même sa position économique dans la société. Bien que ce soit en train de changer, il arrive de plus en plus fréquemment que nos morts se retrouvent dans des cercueils loués, ne soient exposés qu'une journée ou parfois pas du tout, ne fassent l'objet d'aucune cérémonie religieuse et ne soient pas enterrés, mais incinérés. C'est une évolution qui s'est faite, si vous voulez, parce que la crémation, ça a été longtemps inaccepté, puis les gens ne pensaient pas à ça, plus ou moins. Puis là, on se rend compte que de plus en plus de gens vont vers la crémation. Il y a des gens il y a certaines compagnies qui ont peut-être développé aussi ça, avec des locations, parce que les gens peuvent louer un cercueil au lieu d'en acheter un.
Alors, il y a un paquet de facteurs qui fait en considération là, que les gens peuvent décider pour questions économiques, pour une question comme les cendres. Actuellement, les cendres, les gens peuvent prendre les cendres dans un urne puis les garder avec eux sur leur tablette de foyer ou dans le garde-robe. Ou si quelqu'un veut, un amant de la nature qui dit « Bon, ben moi, je veux que mes cendres soient répandues dans le bois à telle place ou jetées à l'eau près de Gaspé », la loi le permet actuellement. Alors, c'est un autre facteur qui fait en sorte des fois que les gens vont opter pour la crémation pour ces choses-là parce qu'on ne peut pas le faire dans un autre cas. Marcel Lefebvre dirige le complexe funéraire Saint-François d'Assise. D'ailleurs si complexe qu'on s'y retrouve à peine. Bâtiment moderne, abritant tout à la fois des laboratoires de thanatopraxie, des salons d'exposition, une chapelle écuménique et même une salle de réception où le traiteur vient servir les familles éplorées. Le tout appartient à un regroupement de petites entreprises funéraires qui peuvent ainsi offrir les mêmes services que les grandes, qui menaçait de s'accaparer tout le marché. Non seulement offre-t-on service de garde d'enfants et de soins psychologiques aux endeuillés, mais aussi le cimetière. Le regroupement s'est même associé au 2e cimetière public de Montréal, le Repos Saint-François d'Assise. Les gens n'ont plus à se déplacer du salon à l'église et au cimetière. Ils ont tous au même endroit, dans la même bâtisse. Et c'est la prise en charge totale? Totale, c'est ça, au même endroit. Ce n'est que le début de l'innovation chez les croque-morts de l'an 2000. D'ailleurs, ceux-ci ne sont pas toujours ceux que l'on pense. Vu que l'on mourra toujours, c'est un secteur économique où la demande est assurée, qui peut donc attirer tout genre d'entrepreneurs. On pourrait imaginer que des bombardiers ou des provigos nous enterrent un jour. C'est même arrivé en France, où l'on trouve une vingtaine de supermarchés du funéraire. Rock Hitler est une initiative de Michel Leclerc, qui a déjà établi une chaîne de distribution de produits pétroliers et dont le frère Édouard fait la même chose dans l'alimentation. D'ailleurs, cet établissement de Montrouge, près de Paris, occupe l'ancien local d'un supermarché d'alimentation. Les chariots sont d'origine. On peut y placer les plaques funéraires, les lampions, les gerbes et les couronnes de son choix, avant de passer au rayon des cercueils et des pierres tombales. Si on ne banalise pas un produit, on ne peut pas le vendre en discount. Donc, comme vous avez vu ici, vous avez vu des produits qui sont même en promotion. Je ne dirais pas qu'on fait des cercueils en promotion, mais on fait des monuments funéraires en promotion. Car je pense que c'est un produit qui rentre comme les autres dans la grande distribution. Est-ce que ce n'est pas un secteur d'activité économique plus délicat qu'un autre tout de même? Est-ce que vous n'avez pas des réactions de gens qui sont tout le moins étonnés? J'aurais pu le penser au départ que les gens auraient été étonnés, mais je crois qu'il ne reste plus que les professionnels à être étonnés. Car en définitive, les familles, elles, ça ne leur pose aucun problème, vraiment aucun problème de prendre un caddie à l'entrée et de faire le tour du magasin, même s'ils sont en deuil, ils veulent voir. Alors on aurait beau leur montrer tout ce qu'on veut sur un catalogue, ça n'a rien à voir avec ce que l'on voit de ses propres yeux et du produit réel que l'on voit. Voilà, 938 francs, 90. Ça a l'air confortable. Nous avons confié la mort à des spécialistes à un point tel que maintenant nous ne savons plus très bien comment en parler. Il y a des gens parmi nous qui en parlent pourtant sans complexe, sans retenue, sans fausse pudeur. Ce sont les enfants. Lorsque les enfants sont confrontés pour la première fois à la mort, ils nous posent des questions auxquelles nous devons répondre. Mais nous le savons, dans ce domaine, les réponses ne sont pas évidentes. Ils ont une douzaine d'années. Avec l'institutrice et une responsable de pastorale, ils visitent les installations d'un complexe funéraire Alfred Dallaire à Laval. Ils sont en 6e année, dans une école au nom prédestiné, les explorateurs. Et les membres de la famille, eux, reçoivent les condoléances dans une salle comme ça ici. On appelle ça une salle d'exposition.
Cette exploration du domaine funéraire est pour les enfants un voyage à la fois insolite et familier. Insolite parce que peu de parents songeraient à une telle visite, mais les questions que posent ici les écoliers leur sont mentalement familières. On met est-ce qu'on met toutes les morts dans un cercueil ou on le change à chaque fois qu'il y a un mort? Quand vous mettez le cercueil dans la terre, combien de mètres à peu près vous... On peut-tu mettre des bijoux qui lui appartiennent? Quand vous avez parlé de la profondeur pour l'homme et la femme, est-ce qu'on peut mettre aussi les enfants? Un enfant ne peut pas comprendre ce que c'est la mort dans les trois concepts généraux d'universalité, d'irréversibilité et de permanence, jusqu'à l'âge de 8, 9, 10 ans. Vraiment, ils ne peuvent pas le comprendre de façon conceptuelle. L'enfant ne peut pas comprendre que quand on est mort, on ne revient plus. L'enfant de 3-4 ans va souvent demander à son père, disons, « Est-ce que maman va revenir pour ma fête? » Et c'est pas évident à répondre pour quelqu'un qui vient de perdre quelqu'un de cher. Alors que, bon, vers 7, 8 ou 9 ans, l'enfant commence à comprendre la permanence de la mort. Et à l'adolescence, bien sûr, là, les concepts sont intégrés, les concepts de mort ou l'irréversibilité, l'universalité. Mais ça ne veut pas dire que c'est moins difficile parce qu'ils comprennent. We will love you always. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire on va toujours t'aimer. Pourquoi tu n'as pas de rester? Parce que, tu sais, on est mort, mais on a encore un esprit, tu sais, on va... T'es-tu venue à l'enterrement? Moi, je suis pas venue. C'est elle, ta grand-mère, celle avec les bébés. Beaucoup de parents hésitent à discuter de ces choses avec leurs enfants, de peur de les tourmenter. Et c'est également pour éviter de faire de la peine à leurs parents que beaucoup d'enfants se taisent. Quand j'ai déjà parlé de la mort des amis, bon, ben, j'aurais fait de la peine. Puis là, ben, j'ai peur de faire de la peine à mes parents en leur demandant, tu sais, comment étaient mes grands-pères, mes grands-mères. Michel Viau-Chagnon vient en aide aux parents et aux enfants qui doivent affronter la mort. Souvent, comme adultes, on est pris dans nos propres peurs de la mort, nos propres craintes. On a peur d'en parler, on a peur de dire qu'on a de la peine, on a peur de mourir aussi. Et alors... Il faut en parler aux enfants ou il ne faut pas en parler? On les angoisse ou on les angoisse pas aussi en le faisant? Je pense qu'un enfant qui vit la mort de quelqu'un de cher peut être très angoissé. C'est très angoissant de toute façon, mais c'est encore plus difficile si on n'en parle pas. Je pense que c'est important de le dire le plus rapidement possible. Qu'est-ce qui est arrivé, d'expliquer la cause de la mort de façon le plus concrète possible et de façon à ce que l'enfant puisse le comprendre selon les différents âges. Et d'intégrer l'enfant dans le processus, dans les rituels autour de la mort. On se demande souvent est-ce que je dois amener mon enfant au salon funéraire, aux funérailles. Moi, je dirais il n'y a pas de règle stricte, il n'y a pas de recette là-dedans. Évidemment, il faut écouter aussi ce que l'enfant nous dit. Mais j'encouragerais beaucoup, en tout cas, les parents à amener les enfants. Oh, mais ça s'ouvre pas. Ben oui, ça va s'ouvrir, oui. Oui, il va s'ouvrir. Aïe, c'est tout doux, là. Ça a l'air confortable. Vous trouvez qu'ils ont une approche différente de celle des adultes? Oui, nettement. Je les ai trouvés, d'une certaine façon, comme beaucoup plus naturels ou spontanés. Je les ai trouvés bien à l'aise, moi, particulièrement avec le cercueil. La maison funéraire d'Allaire offre à sa clientèle des services totalement inattendus il y a quelques années à peine. Par exemple, une garderie d'enfants et un service d'aide psychologique, ce qui s'explique en partie par le fait que l'une des petites filles du fondateur, Diane Légaré, est elle-même psychologue. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience avec des enfants dans le complexe funéraire? Je retiens que
ça suscite beaucoup de questions. Hein. Chez les enfants, ça pique leur curiosité. J'ai été un petit peu frappée de voir comment, en tout cas à l'âge qu'ils avaient, comment ils se sont préoccupés de choses très, très concrètes, hein, savoir comment on dispose d'un corps, comment on le transporte d'un étage à l'autre, comment on l'installe dans le cercueil, comment, si la personne est très grande, est-ce qu'il y aura de la place dans le cercueil, des choses de cet ordre-là. Ça m'a frappée aussi de voir, je pense que c'est lié à l'âge aussi, comment ces enfants-là, par rapport à la mort, une des grandes préoccupations, c'est si jamais la mort frappait proche d'eux, c'est-à-dire surtout des parents ou des choses comme ça, qu'est-ce qui adviendrait d'eux? À l'école Saint-Norbert à Laval, l'institutrice de 5e année Nathalie Leblanc est l'une des rares enseignantes du primaire qui osent aborder ce sujet avec les élèves. La mort, encore plus que la sexualité, appartient au monde des tabous. Ici, non. On se rend compte rapidement que les écoliers ont les mêmes interrogations, les mêmes angoisses et les mêmes croyances que les adultes. Il leur manque parfois les occasions et les mots pour le dire. Notre corps reste enterré, mais notre âme, il s'en va dans un animal ou une personne. Il y a un grand cheval blanc qui descend sur la terre. Là, il embarque dessus, puis là, il s'en va dans le ciel tout doucement. C'est quand mon arrière-grand-mère, une de mes arrière-grand-mères est morte. T'sais, moi, avant, je pensais pas à ça. C'était comme, c'est bien correct, là, je pensais même pas à ça. Puis quand elle est morte, ben, ça m'a comme fait porter à réfléchir. Pourquoi est-ce que les gens meurent? Puis une fois, j'ai posé cette question-là à mon père, puis il m'a dit, tout ce qui vit meurt un jour. Les parents désorientés par les questions de leurs enfants trouveront assez peu de réconfort et de réponses toutes faites, si ce n'est quelques livres qui suggèrent des manières d'apaiser les chagrins et les angoisses des petits. Autrefois, les enfants s'initiaient à la mort par leurs contes, leurs chansons. Rappelez-vous, le petit chaperon rouge, ne pleure pas Jeannette, et l'on pendouilla Pierre et sa Jeannette aussi. Aujourd'hui, pour nous aider, pour aider les parents, on nous propose des scénarios, des brochures, comme celle-ci, pour vos enfants et adolescents en deuil, des livres, Mathieu, la mort de grand-père, l'horloge s'est arrêtée. Tout ça pour que la mort ne soit plus complètement occultée. Dans l'ancien rituel catholique relié à la mort, celui dont les plus vieux d'entre nous se souviennent, le noir recouvrait tout. Les vêtements sacerdotaux étaient noirs. Le noir des ténèbres, de la souffrance, du deuil, de la perte d'un être cher. Puis ce rituel a évolué, et c'est le blanc, depuis une trentaine d'années, qui a remplacé le noir. Le blanc de la lumière, de la vie. Mais pour ceux qui s'y rattachent, le rituel existe toujours. Dans nos sociétés traditionnelles, ce sont les grandes religions qui ont porté les rituels. Mais dans nos sociétés de plus en plus laïques, on a laissé tomber les rituels, avec pour résultat qu'aujourd'hui, on se retrouve devant un vide à combler. Voir brûler le corps d'un être cher peut être une scène insupportable, en particulier dans les cas d'incinération moderne, celle qui est d'abord et avant tout une technique expéditive pour faire disparaître un cadavre encombrant. Si la crémation n'est rien d'autre qu'une simple liquidation, elle est intolérable et peut provoquer des sentiments de culpabilité. Au contraire, l'incinération rituelle, pratiquée dans de nombreux pays d'Asie,
est une conduite funéraire apaisante. La crémation traditionnelle s'appuie sur des symboles, par exemple la purification par le feu. Dans l'île de Bali, en Indonésie, on se sépare du mort par étapes. Aux premières funérailles, il est d'abord enterré, puis, au moment des secondes obsèques, le mort est exhumé, puis incinéré avec plusieurs autres de la même famille. Après un long cortège, les offrandes et les aspersions, le feu est allumé solennellement. Quel que soit le rituel, une crémation collective à Bali ou les obsèques officielles, pompeuses et grandioses de l'empereur du Japon, toutes ces cérémonies jouent le même rôle qu'une grand-messe des morts dans l'Église catholique. Tout rite a un fond thérapeutique. Il cherche à apaiser la douleur et à rassurer la communauté après la perte d'un être cher. Quand le rituel funéraire devient sacré, voire même religieux, on essaie aussi de donner un sens à la mort et de rassurer les croyants sur leur destinée, ici-bas et dans l'au-delà. En abandonnant le théâtre rituel des églises, beaucoup de gens ont cessé d'écouter les requiems et de fréquenter les morts. Ils ont même cessé d'exprimer leur chagrin et leur amour du disparu. On ne veut pas imposer aux autres sa propre souffrance. C'est une des caractéristiques de l'époque, et je crois que c'est une des raisons qui explique que les rites foutent le camp, quoi. Puis on n'a pas le temps. Vous voyez, nous sommes une civilisation de la vitesse. Or, le rite, par définition, c'est la lenteur. Vous n'imaginez pas un curé courant à toute vitesse dans l'église avec le Saint-Sacrement. Bon, alors, un siècle de vitesse veut forcément aller très vite. Et c'est la raison pour laquelle on élimine les rites qui, eux, ne fonctionne que s'il y a une relative durée du geste. Louis-Vincent Thomas est professeur d'anthropologie à la Sorbonne et spécialiste de la mort. Il est aussi bien vivant, bon vivant, à l'âge où beaucoup d'autres se sont retirés du monde. Il a longtemps fréquenté en Afrique les rituels funéraires traditionnels qui sont toujours très clairs. La mort est acceptée parce qu'elle est considérée comme étant un moment du cycle de vie, un passage avec possibilité, bien entendu, pour l'individu, une fois décédé, soit d'aller vivre heureusement avec les ancêtres, ou éventuellement de venir se réincarner dans le ventre d'une femme du lignage et par conséquent recommencer un nouveau cycle vital. Je crois d'ailleurs que si de nos jours il y a, je ne regrette pas la perte des valeurs religieuses, mais sur ce plan-là peut-être qu'il faut les regretter quand même, c'est la chute des valeurs religieuses qui fait que la mort est devenue tabou. En même temps, c'est le fait qu'il y a chez nous un individualisme exacerbé dans un monde collectif anonyme. Privés de rituels religieux, nos contemporains s'en inventent de nouveaux. Par exemple, au cimetière du Père-Lachaise à Paris, où un autre chercheur, à la fois ethnologue, linguiste et historien, Jean-Didier Urbain, s'intéresse notamment à la naissance de rituels sauvages. Vous avez bien sûr le culte de Jim Morrison, vedette de la pop music. Vous avez évidemment aussi le culte de toutes ces stars du cinématographe, tels que évidemment Yves Montand récemment, mais aussi Simone Signoret, aussi François Truffaut, qui sont quand même de grands lieux de rendez-vous. Vous voyez, c'est marqué Piaf là. 15, 63 là, son nom. Alors effectivement, il y a des effets pervers, des effets induits, qui est effectivement le graffitage, le tagage des tombes avoisinantes. Bon, c'est l'excès, je veux dire, qu'entraîne toute découverte de nouvelles idoles. Hein.
L'idole, c'est l'image, hein, et l'image, bon, ben, elle s'émiette tout autour sous la forme de graffiti, de fléchage. Je crois que ça, c'est un effet incontrôlable. Le temps arrangera tout. Hein. Nos sociétés occidentales ont beau essayer de se débarrasser de tout ce qui est rituel funéraire, le besoin est là. Il s'exprime parfois dans des rites improvisés et maladroits à l'égard des disparus célèbres et parfois dans des réunions de réflexion, comme ici dans les cantons de l'Est. La coopérative funéraire de l'Estrie organise chaque année un colloque sur un thème relié à la mort. Cette année, elle a demandé à Jean Montbourquette, qui est à la fois psychologue et prêtre catholique, de créer de toutes pièces une sorte de succédané laïque au rite religieux d'autrefois. Il y a l'élément d'entrée avec l'encens, où les gens vont prendre l'encens, vont se purifier, on a préparé les lieux, on a fait un lieu sacré. Et là, on m'a demandé de faire un rituel sur le deuil, commémorer les défunts, mais en même temps vivre une sorte de deuil. Alors, par visualisation, une fois que les gens sont prêts avec la musique, avec l'ambiance, les gens vont rencontrer la personne décédée. Et pour savoir s'il n'y a pas des dialogues, s'il n'y a pas des choses qui ne sont pas finies entre eux, alors terminer les dialogues, ça se peut échanger des pardons, régler de ce qui n'était pas réglé. Ça se peut qu'il y ait des petites larmes qui coulent à ce moment-là, mais tout est prévu. On peut retrouver dans les rites spontanés, par exemple, je pense à 2 ou 3 archétypes. Il y a la lumière. Bon, la lumière, il y a le parfum, par exemple, ou l'encens, et puis il y a l'eau purificatrice. Eh bien, c'est les rites qu'utilise l'Église, mais c'est les rites qu'on utilise également d'une manière tout à fait spontanée. Par exemple, comme ma femme est morte, on l'a aspergée de parfum, qui était son parfum personnel, et c'est peut-être plus de valeur pour notre inconscient, bien qu'il ait toujours sa valeur archétypale, que l'encens anonyme que l'on développe sur n'importe qui. Les rites que vous avez adoptés quand votre femme est morte, oui, sont en quelque sorte une application de ce que vous pensiez aussi auparavant. Vous qui avez étudié ça toute votre vie. Oui, parce que, là encore, nous en parlions hier, puisque il y a eu pendant les obsèques, on a bu le vin qu'elle aimait bien boire, on a mangé les gâteaux qu'elle aimait bien faire, on l'a parfumé avec le parfum qui était le sien et qui permettait de la reconnaître, et que les gens qui assistaient aient pu quitter le funérarium en étant emplis de son parfum comme si elle venait de passer. Bon, c'est exactement le pain, le vin et l'encens, mais je dirais c'est même mieux encore, puisque non seulement ça a la même valeur archétypale, mais en même temps c'est quelque chose de précis, de personnel, avec une participation. Parce que le propre du rite, c'est qu'il passe par le corps. Maintenant qu'elle n'existe plus, je l'ai réintégrée à la maison sous la forme d'un nombre considérable de photographies, qui fait que tout se passe comme s'il était encore quelque part avec moi, ce qui est une manière peut-être de l'empêcher de mourir définitivement, qu'elle soit morte ni en vain, ni pour toujours. Et je l'ai réintégrée en quelque sorte à la maison sous forme de souvenir. Ce sont les collectivités et les familles qui peuvent le plus facilement se fabriquer des rituels funéraires sur mesure et définir leur propre code de deuil. Les personnes seules ont beaucoup plus de mal. Autrefois, elles allaient demander à un prêtre de les conseiller. Aujourd'hui, cela se pratique de moins en moins, ce qui a amené certaines entreprises funéraires à offrir des services d'aide psychologique aux clients endeuillés. On se dit toujours que c'est pas pour nous autres, c'est pour les autres. On rit bien quand on a un service de psychologue. J'aurais jamais affaire à ça. Mais non.
J'ai été supportée moralement, j'ai bien apprécié. Ça vous a permis de parler de ce dont vous ne pouviez pas parler à d'autres? Exactement. Parce que le monde voit qu'on a de la peine, comme Rachel me disait, mais ils se mettent une couverte sur la tête, ils ne veulent pas voir. Premier temps, une couple de semaines, ça va, on peut parler, ces choses-là. Mais à un moment donné, le monde se tanne de voir la tristesse sur notre visage. Ils ne veulent plus n'entendre parler. Le 22, mon mari était enterré ici. Je l'ai pas fait brûler. Je l'ai descendu comme il voulait. Il voulait être enterré comme ça. C'était son désir. Et est-ce que vous pensez que vous-même serez inhumé ici? Oui, oui, je l'espère. Mon nom, mon nom va être inscrit en bout de mon mari. Puis avec ma date de naissance, ils vont entendre la date de ma mort, puis mes enfants vont le faire. Ça vous gêne pas de voir votre nom éventuellement? Non, du tout. Non, du tout. L'idée de la mort n'a pas l'air de vous effrayer. Non, non. Pourquoi? Je pense pas que ça soit si dangereux que ça. La semaine prochaine, à Enjeu, des êtres qui nous font peur. En septembre 89, 2 petits garçons disparaissent alors qu'ils font du vélo dans un parc de l'État de Washington. Le mois suivant, un autre enfant, un petit garçon de 4 ans, disparaît d'un terrain de jeu de Portland, en Oregon. 2 semaines plus tard, un enfant se met à crier dans ce cinéma. Un homme tente de le kidnapper. L'homme est arrêté. Dès que j'ai déposé le dossier, j'ai écrit « Enfermer cet homme pour toujours ». Ici Pierre Maisonneuve, au nom de toute l'équipe d'Enjeu, je vous souhaite de passer une très bonne semaine. Au revoir, à mercredi prochain.